Bonjour les Itata, très heureux de vous retrouver. Ces affaires-nous se conjuguent aujourd'hui au féminin avec une femme active. Bonjour Christine Osier-Lafontaine. Jean-Marc, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Zitata. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va. Alors, quelle est votre actualité en ce moment? On va en parler un petit peu tout à l'heure, mais vous êtes une femme active, je l'ai dit, avec de multiples facettes. Alors, je suis depuis peu gérante et créatrice d'une entreprise qui s'appelle Osla Déco. Je me suis jetée dans le monde de l'entrepreneuriat depuis quelques mois. Et donc, il s'agit en gros de décoration d'intérieur et de décothérapie. Et je pense qu'un petit peu tout à l'heure, on va détailler ça. Alors oui, au fur et à mesure de cette émission, on va découvrir un petit peu l'itinéraire, le cheminement qui vous a conduit à créer Osla Déco. Et on va commencer par la première partie qui vous est entièrement consacrée, Kimonoye. Alors, qui est Christine Osier-Lafontaine? Alors, Christine Osier-Lafontaine est une Martiniquaise, une Marinoise, enfin de père marinois et de mère lucéenne, mais ayant eu plus de 90% de ma vie au Marin, on va considérer que je suis marinoise. Je suis donc jeune chef d'entreprise, je suis maman d'un garçon de 20 ans. Je suis également femme en politique puisque je suis conseillère municipale sur la ville du Marin. Alors, on va découvrir votre parcours à travers les photos, hein, c'est le principe de cette émission. Et on découvre les deux premières photos que vous allez nous décrire. Alors, ok. Alors, donc, celle de gauche avec le bébé avec la tête un peu redressée, c'est Christine Osier-Lafontaine qui devait avoir, 5-6 mois. J'habitais à l'époque le Cap Marin. Mon père enseignait. Mon père est un instituteur à la retraite. Il enseignait au Cap et à l'école. À l'époque, certains des instituteurs avaient un logement qu'on appelait un logement de fonction. Et nous habitions là-bas. Le Cap Marin, tout à fait. Et donc, cette photo a été prise par mon père ou ma mère, c'est sûr. Et donc, la tête relevée, je reconnais bien la Christine qui, jusqu'à aujourd'hui, tâche de garder la posture. Et puis l'autre avec le Père Noël. Alors, le Père Noël, pendant longtemps, j'en ai eu très peur. J'étais fascinée par lui parce que qui dit Père Noël disait cadeau. Donc, évidemment que je l'approchais bien pour avoir les cadeaux. Par contre, pour faire une photo, c'était compliqué. Ça valait bien quelques petites sueurs. Voilà, c'est ça. Et donc, le regard un peu peureux, ouais, j'avais peur de lui parce que sa barbe, sa taille, son manteau rouge m'impressionnaient. Mais cette photo est très représentative de qui je suis en matière de rêve, parce qu'un Père Noël, ça fait rêver, et je suis une grande rêveuse. Et je pense que cette photo est bien représentative de qui je suis. Grande rêveuse, vous rêvez de quoi? Vous rêviez de quoi? Je rêve toujours. Je rêve toujours. Alors, petite, je rêvais d'avoir une poupée. Petite, je rêvais d'avoir le personnage Casimir, à l'époque, l'île aux enfants, que mes parents m'ont offert un jour et j'ai été folle de joie. Rêveuse, je rêvais de bien faire mon devoir le lendemain matin à l'école. Ah, ça, c'est bien, ça. Oui. J'ai aimé l'école. J'ai aimé l'école. Et après, lorsqu'il a fallu faire des études et choisir un métier, quand je commençais des études, je rêvais à parvenir au bout du chemin. Ouais. Le rêve, c'est quelque chose qui m'accompagne toujours. Vous avez encore des souvenirs, même fugitifs, de cette période où vous étiez petite, toute petite? Ah oui, alors j'ai eu une enfance heureuse avec mes parents, Félix et Jocelyne, ma sœur Hélène. Alors on va les voir d'ailleurs, on va regarder la photo suivante, les photos suivantes justement. Alors donc, ah oui, là c'est avec maman, Jocelyne Ambroise-Larcher. C'est certainement au sortir de la messe des innocents, parce que si elle a la poupée entre les mains, c'est que c'était la messe des innocents où on bénissait à l'époque les cadeaux des enfants. Et donc, oh là, quel âge? Moins de 2 ans, c'est sûr. Donc ça devait être certainement à la paroisse Saint-Étienne du Marin. Et puis, à côté, avec mon père... à faire de grands sourires. Le côté enlacé, c'est quelque chose que mon père a gardé jusqu'à aujourd'hui. Il nous appelle, ma soeur et moi, ses petites filles. Alors, c'est pour vous très dire câlin, que très affectueux avec ses filles, très protecteur. Et maman, sur la photo avec la posture où elle guide la démarche, pareil aussi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une femme qui guide ses filles dans la lumière. Un peu autoritaire, maman? Non, juste. Par contre, respect. Jusqu'à aujourd'hui, respect pour les deux. Mais c'est vrai que j'ai reçu
une éducation où mes parents nous ont appris à rester lumineuses, ma sœur et moi, à garder le cap et être respectueuses. Ce sont des valeurs que nos parents nous ont enseignées et continuent de le faire. Alors, je reviens sur cette enfance. On va voir tout à l'heure d'autres photos, mais ces souvenirs de ses premiers pas dans la vie, la petite Christine, qu'est-ce que vous en gardez? Qu'est-ce que vous en avez aujourd'hui? Alors, j'en garde beaucoup, je garde beaucoup de souvenirs scolaires parce que l'école a tenu une grande place dans ma vie. Est-ce que parce que mon père était enseignant, peut-être que quelque part j'avais quand même une petite pression de toujours bien travailler parce que sinon le monsieur il était vite au courant de ce qui se passait dans l'école. Alors papa n'a pas voulu enseigner à ses filles parce qu'il a estimé qu'un père c'est un père, un enseignant c'est un enseignant. Mais les souvenirs d'enfants sont souvent liés à l'école. Je revois encore les visages de mes maîtres et mes maîtresses de maternelle, de primaire, de collège. L'école a tenu une grande place parce que je crois que j'ai été une bonne élève et mes camarades de primaire et de collège que je croise encore, on a toujours plaisir à se rencontrer, à partager des souvenirs. L'école a tenu une grande place dans ma vie d'enfant et d'adolescente. Ouais. Et la vie à ce moment-là au Marin, au Cap Marin? Alors, d'abord au Cap Marin et ensuite assez rapidement à Cité-Montgérald, où j'ai passé presque tout le reste de ma vie. Maman y habite encore d'ailleurs, au numéro 27 de Cité-Montgérald. Donc là, j'ai des souvenirs avec des voisins où pendant les vacances scolaires, on faisait du vélo, de la trottinette, on jouait à cache-cache avec les voisins et les voisines. Quoi d'autre? On était souvent ensemble à la plage aussi. Ouais, la plage aussi, c'est un élément qui a eu une grande place dans ma vie d'enfance. Vous en parlez, la plage, on va la retrouver à travers la photo suivante. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Alors, la jeune fille un peu penchée, c'est moi, l'autre, c'est ma petite sœur. Alors, celle-là, je l'ai... Petite sœur, on a l'impression qu'elle est plus grande. Non, elle est 4 ans de moins, plus jeune que moi. Alors, celle-là, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux à cette photo et à ma sœur. J'ai tenu à montrer cette photo parce que depuis très jeune, nous sommes dans une relation fusionnelle, toutes les deux. Nous sommes très proches. Il y a peu de choses de moi que ma sœur ne sache pas et le contraire. Nous avons chacune un garçon. Elle a un fils de 10 ans qui s'appelle Samuel, qui est mon filleul. Et moi, j'ai un garçon de 20 ans, Geoffrey, dont elle est la marraine. Donc voilà, on n'est pas allé chercher loin. Nous sommes très proches, ma sœur et moi. Et dès toute petite, en fait, je n'ai pas de souvenir de dispute. Une fois, si. Elle m'a explosé mon casimir avec une épingle parce que maman cousait et la demoiselle a trouvé intéressant avec une épingle d'exploser mon casimir gonflable. Ah d'accord, gonflable, d'accord. Ouais, donc du coup casimir, mais plus de casimir. C'est le seul souvenir un peu méchant que j'ai d'elle, mais autrement, cette photo, elle est bien significative de la relation que nous avons jusqu'à aujourd'hui, ma sœur et moi. Et c'est aussi la plage? Ah oui, alors donc, voilà. Le Marin, forcément? Non, là, ça devait être le Marin, certainement... je veux dire le Marin, le sud, mais je veux dire les plages tout autour? Alors, c'est soit les Salines, soit la Pointe du Marin. Mais en tout cas, la Pointe du Marin, c'était le choix qu'avaient fait mes parents parce que c'est une plage où c'est plutôt calme. Il n'y a pas de oubli. Par rapport aux Salines, il faut beaucoup surveiller les enfants parce que les vagues sont un peu dangereuses. La Pointe du Marin, c'est beaucoup plus calme. Donc, à l'époque, il n'y avait pas école le mercredi. Et donc, ça, mémoire, voilà, oui. C'est ça. Presque tous les moi, mercredis. j'ai peut-être même connu l'école, pas d'école le jeudi, mais bon... moi, c'est le mercredi. Voilà. Et donc, oui, nos parents nous emmenaient très régulièrement à la plage le mercredi ou le samedi après-midi. Donc, la mer, effectivement, a fait beaucoup partie de mon univers de jeu. Ouais. Vous parliez de cette relation fusionnelle avec votre sœur, qui s'appelle comment? Hélène. Hélène. C'était quoi le quotidien avec Hélène, à part l'école, je veux dire, quand vous aviez l'occasion de vous distraire ou de jouer ensemble? Alors, très rapidement, mes premiers zouks, j'ai voulu qu'elle m'accompagne, mais 4 ans de moins, papa et maman n'ont pas tout de suite été d'accord avec ça, mais j'ai réussi à les convaincre. Le carnaval, on était toutes les deux souvent déguisées à peu près pareil. Alors, nous avons des cursus scolaires qui sont très différents. Mais dans la relation, on jouait, on était ensemble, quoi. Moi, si on m'acceptait à jouer, il fallait accepter ma sœur aussi, quoi. Voilà. Et elle était demandeuse, d'ailleurs, d'aller avec les plus grands, avec les amis de sa grande sœur, ouais. La famille, pour vous, Christine, c'est quelque chose d'essentiel, d'important? C'est capital, Jean-Marc. On va en parler tout à l'heure, mais je suis revenue en Martinique en 2019.
je crois d'abord pour des raisons familiales, parce que bon, mes parents commencent à rentrer dans un âge, même s'ils sont très fringants tous les deux, hein, ah oui, la famille, c'est moi sans famille. Je pense qu'en France, j'ai eu des amis de vrais, mais ma famille m'aura toujours manqué. Moi, sans ma famille, c'est compliqué. La famille, pour moi, c'est là où je vais puiser les bonnes énergies, c'est là où je vais chercher la lumière, et c'est là où aussi, lorsque je mets un genou par terre, qu'on me permet de rester, enfin de pas mettre le deuxième, quoi. Ah oui, non, ma famille, c'est très important pour moi. Et la famille, ce sont aussi les enfants. Et on va voir donc ces 2 photos de votre fils, avec lequel vous avez, voilà, non seulement c'est votre fils, mais vous avez une relation particulière. J'ai une relation particulière avec Geoffrey. Alors, la photo où il est sur la maman, imaginez, cet enfant n'a même pas 3 mois. Donc, il est né costaud, très grand et gros. Cette photo a été prise chez ma tante, Madame Camille Eustache, que je salue si elle regarde l'émission. Et donc, il n'avait pas 3 mois. Et c'est la première fois qu'on allait visiter Tati. Et l'autre, bon là, il est un élève de 3e, je pense. Donc, alors oui, j'élève seul mon fils depuis, donc Geoffrey a 20 ans, depuis à peu près 15 ans. Et la particularité de Geoffrey, c'est qu'il souffre d'une déficience mentale. Donc, mon fils a une reconnaissance de personnes en situation de handicap. Et Jean-Marc, c'est le combat de ma vie. Voilà, ce combat rythmera encore mes décisions, ma vie. Geoffrey... Vous parlez de combat, ça veut dire que vous avez dû vous battre, effectivement, pour lui permettre d'avoir, par exemple, une scolarité normale. J'ai dû me battre, j'ai dû déjà quitter la Martinique. Parce qu'au niveau des structures ici, on était plutôt pauvres. Donc j'ai dû partir dès les classes de maternelle avec lui, où il a suivi une scolarité adaptée avec ce qu'on appelle une AVS dans la classe, donc une personne qui vient... auxiliaire de vie scolaire. Exactement, qui vient soulager le travail de la maîtresse qui, avec 28 élèves, n'a pas le temps de consacrer à l'élève en situation de handicap. C'est un combat parce que il faut déjà accepter cet enfant dont on vous dit qu'il est en situation de handicap. Il faut rapidement mettre de côté le déni et puis accepter le combat, accepter de l'accompagner. Mais je pense que Geoffrey a rapidement compris aussi qui il était et, tenant de je ne sais qui, a décidé lui aussi qu'il fallait se battre. Et c'était le retour que j'avais très régulièrement des réunions avec les professeurs au collège et puis après dans son lycée, où partout sur les bulletins de Geoffrey, ça a toujours été marqué que c'était un élève courageux, tenace, persévérant. Et j'ai tenu à faire comment je vais dire, c'est un espace spécial à Geoffrey parce qu'aujourd'hui, c'est un jeune homme de 20 ans qui est titulaire de CAP, l'agent polyvalent de restauration, et qui travaille. Il est, donc, il a su effectivement passer au-dessus de son handicap pour parvenir à obtenir un diplôme. Alors, oui, il a obtenu un diplôme alors dans un établissement particulier. Hein, c'est un CAP qui a été adapté au handicap, mais tout de même, il a ce diplôme. Et aujourd'hui, le grand bonheur pour Geoffrey et pour sa maman, et pour le reste de sa famille aussi, c'est que Geoffrey a intégré une entreprise de restauration scolaire. Enfin, c'est une entreprise qui fabrique des repas pour les enfants. Et donc, donc, ça veut dire que Geoffrey, en situation de handicap, travaille en milieu ordinaire. Alors, il faut absolument de la bienveillance pour les personnes comme ça. Et l'endroit où il travaille, je ne sais pas si je peux citer le nom, mais enfin bon... oui, bien sûr, allez-y. Voilà, c'est la Sogès. C'est un endroit où il règne beaucoup la bienveillance. Sogès qui est une société de l'espace sud. Hein. Exactement. C'est la Sogès qui a la responsabilité de la fabrication et de la distribution des repas pour les élèves de classe élémentaire. Et donc, où il travaille des personnes extrêmement bienveillantes, en tout cas avec Geoffrey. Et je remercie la direction de la Sogès d'avoir donné sa chance à mon fils. Et donc, il travaille en milieu ordinaire. Et j'ai tenu à parler de ça aujourd'hui, Jean-Marc, pour donner espoir aux parents qui sont désarmés, qui sont découragés, leur dire de tenir bon. Ce n'est pas simple. Je ne vais pas vous cacher, pendant les 15 années, j'ai eu des moments... Des remarques, même parfois des mots de découragement. Alors, j'ai eu un mot de découragement d'une enseignante, très tôt, section des moyens, qui m'a dit que pour elle, je n'en ferais rien. Voilà, ça a été le moment le plus difficile. Et c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un père instituteur qui m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi ma collègue t'a dit ça, mais enfin bon, non, pas du tout. Donc, c'est vrai que mon père
beaucoup été présent dans la scolarité de Geoffrey, parce que lui, il avait les armes techniques, hein, c'est un enseignant, donc il a su me guider, mais je voudrais dire aux parents de ne pas renoncer, déjà de faire confiance à leurs enfants, déjà, je pense qu'il faut faire confiance aux gamins, le laisser évoluer avec son timing, parce qu'évidemment, un timing d'un enfant comme Geoffrey n'est pas le timing d'un autre, et puis croire, avoir la foi, croire que quelque chose de bon va sortir de tout ça. Et en tant que maman, quand on découvre qu'on a un enfant qui est handicapé, comment est-ce qu'on réagit d'abord et ensuite comment est-ce qu'on chemine justement pour finalement se dire rien n'est perdu Alors, on est d'abord dans la colère, on trouve ça injuste, parce que quand vous êtes une jeune femme qui a été brillante à l'école, et que vous comprenez que le vôtre ne va pas pouvoir briller, en tout cas pas de la même manière que vous, parce qu'on a toujours envie que nos enfants suivent nos traces. Il y a beaucoup de sentiments de colère, d'injustice, mais très très rapidement, la foi que j'ai en l'univers, ma spiritualité, très vite m'a aidée, quoi. Je suis allée puiser dans ma Bible. Je ne veux pas avoir peur des mots. J'ai puisé dans ma Bible et jusqu'à aujourd'hui, j'y puise encore. Et c'est là que j'ai trouvé l'énergie et la force d'avancer pour Geoffrey. Voilà. Alors, on a parlé de votre sœur, de vos parents, de Geoffrey, votre fils, et vous, Christine. Donc, l'adolescence, la progression vers la vie d'adulte. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, l'adolescence. Donc, j'ai un baccalauréat en 1991 au lycée de Bellevue. Je pense pouvoir être professeur d'histoire géo, donc je passe une année au campus de Schellcher. Très rapidement, je me rends compte que je me suis trompée. Et puis, ensuite, j'entame un BTS à la MEP, communication et action publicitaire, que je n'obtiens pas au bout des 2 ans. Il a fallu que je redouble la deuxième année. Et en 1995, j'ai un BTS en communication. Et donc, pas envie de continuer les études, envie de travailler. Et puis, quelques mois plus tard, je prends un envol, et pas des moindres, je pars toute seule à l'armée. Ouais. Voilà. On va voir d'ailleurs la photo qui illustre ce passage à l'armée. Oui. Christine au milieu de ces engins militaires. Alors, elle est prise où, cette photo? Alors, cette photo est prise au Kosovo, en ex-Yougoslavie. Exactement. Donc, alors, en 1996, alors à l'époque, le service militaire existait encore, obligatoire pour les garçons à la demande pour les filles. Non, obligatoire pour les garçons à la demande pour les filles. Donc, je passe le concours de sous-officier que je loupe de très, très peu. Et du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, je n'ai pas pu passer par la porte, je passe par la fenêtre. Ça, c'est tout à fait moi. Et donc, j'ai porté mon volontariat pour travailler au service de communication du ministre de la Défense à Paris. Ma candidature a été très rapidement acceptée et j'ai intégré le CIRPA, Service d'information et de relations publiques des armées, du contingent août 1996. Donc, quelques mois plus tard, mon adjudant-chef, qui appréciait mon travail, me propose de partir en mission au Kosovo. Donc, à l'époque, je travaillais à Paris au Centre opérationnel de presse internationale de défense. Donc, il s'agit, dans ce service où j'étais l'assistante de plusieurs hauts gradés, de toutes armées confondues, il s'agit de valider des accréditations de journalistes. Donc, le journaliste qui veut venir sur le Charles de Gaulle, qui veut venir aux Invalides, qui veut venir sur une base aérienne, il faut s'assurer qu'il a une bonne accréditation, il faut le suivre dans le parcours de son papier ou de son reportage, et il faut ensuite valider ça avec lui. Donc, j'étais l'assistante de ces officiers, et c'est exactement la même chose que j'ai fait au Kosovo, là, dans un cadre français et OTAN. Alors, le Kosovo, on sait que ça a été un haut lieu de l'histoire, on va dire, récente de l'Europe, avec des combats parfois meurtriers. Oui, alors, il y a des choses que je suis obligée de taire, mais effectivement, je n'ai pas eu de bruit de mitraillette à l'oreille. Par contre, j'ai vu des choses assez difficiles que je ne risque pas d'oublier, mais que je ne vais pas ici spécialement raconter. Juste dire que j'ai collaboré avec des officiers de l'Angleterre et des États-Unis, parce qu'il s'agissait d'être sur un régime OTAN international, donc 4 mois, de août 99 à décembre 99. Donc autant vous dire que ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée, parce que les manches courtes, c'est qu'il faisait très chaud. Par contre, vous vous réveillez un matin du mois de novembre, où vous avez 20 cm de neige qui sont tombés dans la nuit, et là, vous passez de la chemisette à comme un igloo, on voit à peine vos yeux, où c'est des températures extrêmes, en fait. Mais un pays magnifique,
où j'ai fait la connaissance de personnes très intéressantes. Et c'est vrai que le passage au CIRPA reste l'une de mes plus belles expériences professionnelles. Qu'est-ce qu'on retient d'une expérience comme celle-là, justement, en termes de formation, de découverte de soi aussi, parce qu'on repousse un peu ses limites? Ah oui, alors là, j'ai repoussé mes limites parce que je n'ai pas rêvé d'être militaire. Hein. C'était vraiment... En fait, je suis allée au CIRPA parce qu'une fois diplômée en communication, j'ai pensé à 23 ans que c'était le moment de couper le cordon, de partir. Et je n'avais pas envie d'aller chez les tatis, les tatas en France. Je voulais un endroit où je sois nourrie, logée, blanchie, entre guillemets. Et l'armée a été la voie royale pour ça. Mais c'est la première fois où on m'a appris à travailler. J'ai en mémoire le nom de 3 personnes, le général Dominique de Corta, qui était le directeur du CIRPA à l'époque, et puis de mes 2 chefs, le colonel Abel Moitié et le lieutenant-colonel Yéhan-Éric Vinclair, légionnaire, cavalier tous les 2, et qui m'ont appris le travail, mais le travail bien fait. On dit souvent que c'est un milieu un peu misogyne, vous ne l'avez pas ressenti? Du tout. Alors j'ai été très bien acceptée. Parfois, j'étais appelée oiseau des îles parce que j'étais la première fille à faire son service militaire dans cet établissement et la première antillaise. Mais j'ai eu un accueil extrêmement bienveillant et chaleureux. Un adjudant-chef à Égerter, Bernard, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais à qui je dois beaucoup parce que cet homme, lui, il avait la charge de la logistique, donc ma chambre, les transports et tout ça. Mais on se rend compte à ce moment-là de la... comment je vais dire ça ? On se rend compte de là où on est, en fait, parce qu'on travaille au service de com du ministre de la Défense. Et là, c'est grandiose parce qu'on en voit passer quelques-uns. On côtoie des journalistes. Vous imaginez que je me suis retrouvée un jour assise à côté du grand Jean-Dominique Mercier. Voilà, c'était pas rien. Donc, on acquiert une expérience, mais de la communication institutionnelle, la communication d'État, pas une communication marketing, produit, quoique il s'agissait quand même de vendre les belles couleurs de l'armée. Alors, on continue à découvrir ce parcours déjà extrêmement riche, à 23-24 ans, avec la rubrique Matinique. Alors, on imagine bien que votre parcours ne s'est pas arrêté là, loin de là, Christine. Et on va continuer à parler de ce cheminement à travers une photo que vous allez voir derrière moi. Cette photo qui va vous rappeler probablement... Oui, là, enfin, oui. Voilà, on fait un grand bond en avant. Alors justement, oui. Avant cette photo, alors c'est l'hôpital de Montgovulcin, oui. il y a l'hôpital de Montgovulcin, oui. Vous allez nous dire pourquoi. Qu'est-ce qui se passe après l'armée? Alors, l'armée, je décide de rentrer en Martinique en 2001, Geoffrey Nair en Martinique. Entre 2001 et 2006, j'ai coutume de dire que professionnellement, j'ai vivoté. C'est-à-dire que j'ai vécu une telle expérience à l'armée qu'après, déjà rentrée en Martinique, je n'ai pas réussi à trouver ma place. Donc, j'ai fait plein de petits boulots. J'étais assistante de direction, j'ai vendu des montres, j'ai vendu des lunettes. Très formateur aussi, les petits boulots. Oui. Ah oui, bien sûr. Donc, j'ai été vendeuse en optique, j'ai été vendeuse en horlogerie, j'ai été agent commercial indépendant pour une mutuelle, j'étais salariée pour une mutuelle. Et puis, au bout d'un moment, je me dis non, c'est pas possible. Et puis, donc, Geoffrey évolue dans la scolarité. On se rend compte qu'en Martinique, c'est trop compliqué. Donc, je prends la décision de repartir avec lui en 2007. Et là, Christine décide de passer le concours d'école d'entrée en école d'infirmière. Voilà, donc je réussis ce concours du premier coup et je rentre en école à l'IFSI de Beaumont-sur-Oise, dans le Val d'Oise. Institut de formation aux soins infirmières. Exactement, exactement. À l'époque, il y avait un concours que je réussis et puis je rentre à l'IFSI donc de Beaumont-sur-Oise et de 2007 à 2010, je fais ma formation. Et en décembre 2010, janvier 2011, je reviens sur la Martinique pour quelque chose que je pensais être définitif cette fois. Et donc, je suis embauchée. À l'époque, c'était l'hôpital du Lamentin était au bourg. Et donc, je connais le déménagement à Montgovulcin. J'ai vécu ce déménagement. Alors, j'ai d'abord été infirmière à la maison de retraite au bourg. Pas très longtemps. Et puis ensuite, rapidement, j'ai fait savoir à la direction des soins que je voulais revenir à la spécialité pour laquelle j'avais fait mon dernier stage chez eux et qui est celle qui m'a plu au-delà de tout le reste, c'est la néphrologie. Donc, tout ce qui concerne le rein. Tout ce qui concerne le rein. Voilà, pendant mes études, j'étais fascinée par cet organe noble. Et donc, j'ai travaillé en néphrologie de jour et de nuit, j'ai travaillé en dialyse. C'est un métier dur, enfin, c'est une spécialité dure quand même, parce que les dialyses, justement, on voit des gens qui souvent sont mal en point. En Martinique, on a une dialyse qui est lourde. En tout cas, celle de Montgovulcin, je crois que c'est la plus lourde de Martinique parce qu'on accueille effectivement des patients qui sont des patients lourds. Ce sont des personnes qui ont des comorbidités
extrême de diabète décompensé, d'hypertension artérielle fulminante, des personnes qui sont plutôt âgées. Et donc, pour dire, je crois qu'il y a au moins 4 à 5 centres de dialyse privés en Martinique, plus celui de Montgovulcin, plus celui du CHU. Donc, c'est pour dire que cette spécialité médicale prend beaucoup de place dans le monde médical martiniquais. Et c'est très lourd. C'est très lourd parce que pour certaines personnes, on peut parler de soins palliatifs, parce que certaines personnes ne reviennent jamais de la dialyse, et c'est ce qui les maintient en vie. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles, vous avez un rythme de dialyse lundi, mercredi, vendredi. Donc c'est pour vous dire que, et si vous loupez une séance, vous êtes en danger, vous êtes en danger de mort, ça c'est sûr. C'est un métier qui vous a aussi permis d'aller plus loin encore dans la découverte de vous-même. Alors, je pense que le fait d'être maman d'un garçon en situation de handicap a certainement appelé à ça. J'ai eu envie d'aller vers quelque chose d'humain. Et puis, alors, une petite expérience au Kosovo a été le premier titre, c'est-à-dire que mon chef de l'armée à l'époque avait accepté que le dimanche, je me porte volontaire sur de l'humanitaire. Donc déjà ça a été une révélation pour moi. Et puis donc, oui, être infirmière, j'ai pas toujours eu envie de faire ça. Mais une fois que j'y ai mis un orteil, après tout le corps y est vite passé. De toute manière, ce n'est pas le genre de métier où vous pouvez faire semblant. Soit vous y êtes, soit vous n'y êtes pas. Soit vous aimez les gens, soit vous ne les aimez pas. Et puis c'était une manière de continuer ce que je faisais à la maison avec mon fils. J'ai beaucoup aimé exercer ce métier. J'ai eu beaucoup de chance pendant ma formation parce que cette IFSI à Beaumont-sur-Oise, j'ai connu l'excellence là-bas. J'ai eu des maîtres de stage vraiment très bien. Et justement, ce service de dialyse et de néphrologie de Montgovulcin, je vais saluer mes anciens collègues parce que c'est vrai que là aussi, où j'ai effectué mon stage, je revois encore des visages de personnes qui m'ont appris le métier et je dis respect, quoi, vraiment. Et puis, on a vu tout ce que le corps infirmier et le corps médical également a vécu ces 2 dernières années notamment. Vous n'y étiez plus. Non. Mais voilà, avec la pandémie et toutes les difficultés que ça peut représenter, on peut saluer effectivement tout le travail accompli. Alors, oui, tout à fait. Je salue le travail et le courage de mes collègues infirmières, aides-soignantes, etc. Alors, je n'ai pas été au cœur de la pandémie à l'hôpital puisque, assez rapidement diplômée, j'ai eu un coup de cœur pour la spécialité médecine du travail que j'ai exercé. Donc, je suis repartie en 2011 avec Geoffrey parce que ça n'allait toujours pas. Et donc, j'ai vécu la spécialité médecine du travail pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Donc, j'ai travaillé dans des grandes entreprises en médecine du travail et puis aussi dans des centres interprofessionnels. Vous fonctionnez beaucoup par coup de cœur, Christine? Beaucoup, presque toujours, oui. Après, il y a quand même... je suis quelqu'un d'assez pragmatique et cartésien. Je ne fais pas non plus tout au feeling. Mais c'est vrai que j'ai besoin de cet apport sensibilité pour m'intéresser à une cause. Ouais. Alors, les téléspectateurs l'ont compris, vous avez quitté la spécialité infirmière, mais on va garder un petit peu le suspense et on va regarder une autre photo que vous allez voir derrière moi qui, je crois, correspond à... aussi au feeling de Christine Osier-Lafontaine. Oui, le papillon, oui, tout à fait. Alors, les derniers mois, les 3 dernières années de métier d'infirmière ont été psychologiquement difficiles parce que j'étais à fond pour mon fils et je me suis retrouvée à un moment de ma vie où, au travail, on vous demande de vous occuper de gens qui ne sont pas bien. Donc, même si on vous dit qu'il y a la blouse pour mettre la barrière, la blouse, elle ne barricade pas tout. Il y a quand même quelque chose que l'éponge que vous allez absorber, plus la maison. Et il y a eu un moment où, en 2017, j'ai malheureusement fait un burn-out parce que j'en pouvais plus. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai commencé une formation de décoration d'intérieur avec le Centre européen de formation de Lille par correspondance. Et le papillon, l'idée du papillon, pour moi, j'avoue que les derniers mois d'exercice d'infirmier ont été difficiles. Faut dire ça. Et donc, l'idée de la chenille qui rampe, qui avance difficilement, vous avez
Vous êtes seul chargé de famille, donc il faut payer les factures. Donc alimentairement, il faut continuer à y aller, mais psychologiquement, vous n'y êtes plus. Et puis à un moment, vous dites non, c'est pas possible. On se regarde devant le miroir et dit non, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Et puis en plus, on exerce un métier où on s'occupe des personnes. Et au bout d'un moment, ça se voit qu'on n'est plus connecté. Et donc, je prends ce merveilleux envol du papillon. Pourquoi le papillon, justement? C'est justement ce côté, cet envol. Cet envol, ce côté, on arrête de ramper et on s'envole. Ce côté renouvellement, ce côté espoir, ce côté liberté aussi. Parce que pour la première fois, je deviens chef d'entreprise. Voilà, je ne suis plus salariée. Alors, puisque vous parlez de liberté, on voit la photo suivante, qui est une photo... qui est une photo, alors on va parler, c'est une photo de nature, hein, c'est ce qui compte avant tout, Christine. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette photo? J'ai trop dit de choses à Jean-Marc Cromwell. Alors, cette photo, c'est la forêt de mon travail, d'accord? Donc, je suis passée à la forêt de mon travail ce dimanche. Imaginez-vous, vous êtes sorti de votre lit à 5 h du matin un dimanche pour aller faire un shooting photo. Parce que le photographe, je peux le citer. Bien sûr. Lupon Jacques Olivier, que je salue, un excellent professionnel, professionnel et bienveillant, vous dit le seul créneau que j'ai pour toi, c'est dimanche à 6h30. Ok, bon, on y va, hein, c'est pour le boulot. Et donc, j'ai souhaité être dans un univers naturel parce que j'estime qu'il faut remercier la Terre. Il faut remercier la Terre de nous héberger. Nous sommes invités sur la Terre, ce n'est pas chez nous. La Terre est chez elle, nous ne sommes pas chez nous. Et je trouve qu'on oublie trop souvent. Alors parfois, elle se rappelle à nous, la plupart du temps de manière violente. Oui. Tsunami, cyclone, tornade, sismique. Pour le moment, elle ne fait que nous voilà, avertir. Elle nous dit, attendez les gens, je veux bien que vous soyez là, mais enfin, molly quoi. Et je trouve que dans beaucoup de domaines, on ne tient pas compte de ça. On vit, on coupe des arbres, alors que ce n'est pas spécialement nécessaire. On refuse d'aller vers des comportements écologistes vrais pour protéger la planète. On a des comportements citoyens d'ordures et de déchets jetés au bord de la route. C'est affreux. Donc, moi, j'ai voulu que ma photo professionnelle se fasse dans un endroit forêt. Mais au-delà de ça, quel est votre rapport à la nature? Alors, c'est depuis peu, hein, j'avoue, parce que je n'ai pas été élevée à la campagne, j'ai été élevée en ville, mais depuis peu... En ville au Marin, c'est un peu la campagne oui, quand même. Oui, mais Cité Mont-Gérald, ouais, on est plus dans le béton que dans la campagne. Depuis mon retour, j'habite le quartier Pérou. Et donc, habitant la campagne aujourd'hui... Également au Marin. Au Marin, tout à fait, oui, tout à fait. Donc, étant à la campagne maintenant depuis bientôt 3 ans, je savoure les papillons qui volent dans le jardin, la canne à sucre, le manguier, le fruit à pain. Et j'ai un autre regard. Lorsque j'ouvre la fenêtre de ma chambre, j'ai un champ à perte de vue qui m'emmène jusqu'aux bordures de Macabou. Donc, je me rends compte qu'il faut remercier la Terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux avoir un autre rapport avec elle. Et vous considérez qu'en Martinique, on a un peu perdu à la fois ce respect de la nature, mais aussi ce contact indispensable avec ces éléments naturels? Oui, moi, je pense qu'on a perdu ça. Et non seulement on l'a perdu, mais en plus... je reviens aux déchets, aux déchets sauvages. C'est incroyable. Sur notre ville, je vais parler de choses que je connais. Sur notre ville, nous avons à gérer ça. C'est très compliqué. Moi, je me dis comment une personne dotée de minimum de discernement et d'intelligence peut prendre une bouteille en plastique et la balancer de sa voiture. Enfin, vous attendez d'arriver chez vous et vous jetez dans la poubelle. Donc, oui, je trouve qu'on n'a pas un rapport assez... alors peut-être, il n'y a peut-être pas nécessité d'être fusionnel, mais on n'a pas un rapport assez proche de cette nature. Après, là, c'est une forêt, mais la nature, ça peut être la plage. Voilà, je trouve qu'on est beaucoup dans la cité et on est moins dans la campagne. Alors, si je vous dis maintenant « Ose la déco », je vous dis mon bébé, mon entreprise. On va voir ces photos qui symbolisent un petit peu votre nouveau défi. Donc, Ose la déco, on le voit derrière moi à travers ces 2 photos. C'est votre nouveau défi.
Ouais, c'est plus qu'un défi. Comment dire, c'est mon bébé, c'est mon entreprise, c'est le truc où je me jette dans l'inconnu, parce que je n'ai jamais été chef d'entreprise. Autant je suis sûre de moi dans le côté technique de ce que je vais vendre, autant la notion de chef d'entreprise, le plan de financement, l'étude de marché, etc. Christine, elle apprend, quoi. Hein. Donc, la charte graphique, Ose la déco, donc on voit... Alors, Ose pour Osier Lafontaine. Oui, c'est ça. J'ai fait un clin d'œil à mon nom, Osier Lafontaine, le A de Ambroise, le nom de ma maman. Et puis le déco, j'ai eu envie de l'écrire un peu caraïbéen, des apostrophes KO, avec le papillon juste à côté. Et puis la notion de rêve à la réalité, c'est-à-dire que je dis à mon client qu'il a un rêve, il m'en parle, et je l'accompagne pour que ce rêve devienne réalité. Voilà, c'est cette notion où on part d'un point, d'un espace qui est d'une manière A, et Ose la déco va vous accompagner pour que cet espace soit davantage lumineux. Alors on a bien compris qu'effectivement on parle de décoration, donc aujourd'hui votre activité professionnelle se situe dans la décoration, mais pas la décoration, on va dire, telle qu'on la pense. Exact. Alors donc c'est une entreprise de conseil. Donc, alors classiquement, il y a de la décoration d'intérieur classique et du homestaging, mais il y a surtout homestaging, merci. Alors, homestaging, c'est lorsqu'on accompagne les personnes qui ont un bien immobilier à améliorer l'habitat, qu'elles veulent louer ou qu'elles veulent vendre, d'accord? Et donc, mais c'est vrai que le cœur de métier d'Ose la déco, c'est la décothérapie. Et donc, la décothérapie... Donc, la déco utilisée pour se soigner, en quelque sorte, l'esprit... Exact, le corps, l'esprit. Alors, l'idée de la décothérapie, c'est qu'on va mobiliser les éléments de décoration pour améliorer, embellir, surtout, un espace de vie personnel ou professionnel d'une personne malade. Alors, on va entendre par personne malade plutôt les personnes qui souffrent de pathologies chroniques, c'est-à-dire des choses un peu longues comme des cancers, comme des déficiences neurologiques, des personnes atteintes de maladies psychiatriques, de dépression, de sclérose en plaques. L'univers professionnel, ça peut être aussi la personne qui est en rémission et qui commence à reprendre le travail et dont le patron accepte que l'environnement professionnel soit amélioré aussi. Et donc, on va mobiliser les couleurs, des matières, des textures, des objets et des sources lumineuses. Et on voit d'ailleurs sur l'autre photo la planche. C'est ça. Alors ça, en anglais, on dit mood board, en français, on dit planche tendance. C'est mon outil de travail. C'est à partir de ça, donc je rencontre le client, on discute un petit peu de ce qu'on va devoir, de ce qu'il souhaite. Et en l'occurrence, ici, c'est une chambre qu'il a fallu embellir. Et donc, je lui soumets ensuite une planche tendance qui va donner une idée. Une planche tendance, c'est un choix de couleur, c'est un choix de texture. Exact. Là, c'est une personne qui était à qui on annonçait le début de la rémission, mais qui était encore très fatiguée. Donc, il s'agissait d'adoucir l'environnement, de commencer à aller vers le positif. Donc, elle recommence à se regarder, il y a un miroir. On peut mettre un tapis parce que la notion d'équilibre est revenue. Quand on fait des séances de chimiothérapie, on est fatigué, il vaut mieux éviter ça. Par contre, on reste dans quelque chose de doux avec des plaids chauds parce qu'elle a encore la sensation parfois d'avoir froid. Donc c'est ça la décothérapie, c'est... chaque objet est choisi avec soin, en toute sécurité. À l'instant, je viens de dire, on met un tapis ou on ne met pas un tapis, on met une lampe de chevet, on ne met pas une lampe de chevet, enfin voilà, en toute sécurité, en ergonomie. Et puis, les couleurs ont un sens, ont un langage. Et donc, je travaille ça aussi avec le client. Comment vous avez été amené à travailler la décothérapie, justement ? Alors, dans mes études de décoration d'intérieur, j'ai beaucoup flirté avec le feng shui. C'est un peu l'idée, hein, où on épure beaucoup pour laisser passer les ondes positives. Et puis, j'ai beaucoup lu sur la thématique de la décothérapie. Et puis, n'ayons pas peur, certainement que le métier d'infirmière a joué. Parce qu'aujourd'hui, je ne porte plus la blouse, mais je considère que dans l'entreprise Ose la déco, je continue à prendre soin. En fait, je crois, Jean-Marc, que je suis une personne faite pour m'occuper des gens. Mais aujourd'hui, avec Ose la déco, je le fais différemment qu'avec la blouse d'infirmière. Le parcours avec Geoffrey aussi, sans doute joué. Ah oui, mais de toute manière. Votre fils. Oui, ça c'est quelque chose qui
ce sera toujours un petit peu le fil conducteur parce qu'effectivement, vous m'en parlez, j'ai poussé la porte de Martinique Autisme parce que la décothérapie s'adresse aussi aux enfants, les chambres d'enfants, parce que souvent le parent aménage la chambre de son enfant en fonction des couleurs qu'il aime bien, mais techniquement, ce n'est pas très avancé pour ce qui va permettre à l'enfant d'être dans un environnement pour le pousser. Et donc, Martinique Autisme a répondu favorablement à ma demande et on ne devrait pas tarder à se rencontrer. Et puis, vous avez poussé aussi une autre porte, d'autres portes, oui. Celle, on va le voir, d'Amazon Martinique. Exact. Alors, Amazon Martinique est la première association qui m'a ouvert très, très rapidement la porte. Alexandra Arnay, avec les lunettes, et Karina. Alors, Alexandra Arnay est la fondatrice de Amazon Martinique, et puis Karina Venel, qui en est la coordinatrice. Lorsque j'ai frappé, je n'ai pas frappé longtemps, hein. Donc depuis octobre dernier, je réalise des ateliers avec les personnes qui sont bénéficiaires de ça, donc avec des femmes atteintes de cancer au féminin, en rémission ou même guéries, parce que certaines même guéries continuent à revenir au Nid Gabriel, ce que je peux comprendre parce que c'est un endroit qui est merveilleux. Et donc je réalise des ateliers. On a eu un atelier d'initiation à la décothérapie. La semaine dernière, on a eu un atelier sur les couleurs. Et au mois de mars, comme ce sera le 8 mars, la Journée internationale de la femme, donc on va parler des lumières. Donc c'est vrai qu'Amazon, c'est un endroit où règne beaucoup de bienveillance, où Ozladeco s'est reconnu, et je crois qu'elles ont reconnu en Ozladeco quelque chose, et je vais en profiter pour les remercier, parce que vraiment, c'est le point de départ. C'est le point de départ vers la Ligue contre le cancer, qui aujourd'hui aussi, nous sommes en train de voir ce qu'on peut faire, Martinique Autisme. Et puis, j'invite toutes les personnes qui pensent qu'Ozladeco peut leur apporter quelque chose à venir vers moi. Comment est-ce que cette nouvelle spécialité, la décothérapie, c'est quelque chose de relativement nouveau, a été reçue, on vous voit là feuilletant un magazine des Amazones, donc pendant ces ateliers, par les participants, participantes en l'occurrence, à ces ateliers, comment est-ce qu'elles ont reçu cette démarche? Elles sont ravies. Lorsqu'au mois d'octobre, j'ai fait le premier atelier d'initiation à la décothérapie, elles ne savaient pas du tout ce que c'était. Et au bout de 10 minutes, donc elles étaient 5 en présentiel et puis 2 via Zoom. Et une de Zoom me dit « Ah non, il faut que tu reviennes ». J'ai dit, moi je veux bien, après c'est l'association qui décide. Mais très rapidement, elles ont compris l'aide et le soutien que je pouvais leur apporter. Et après, alors là ça se fait en travail de groupe, mais certaines d'entre elles, je continue avec elles à travailler de manière individuelle. Et en fait, là où mon métier d'infirmière m'aide beaucoup, au-delà de la bienveillance qui est obligatoire pour des personnes comme ça, c'est dans le confidentiel. Parce que dans ces ateliers, je ne sais pas du tout où elles en sont dans leur maladie. Je n'ai pas besoin de le savoir parce qu'il y a d'autres personnes. Françoise n'a pas spécialement envie de savoir où en est Karine et Karine n'a pas envie de savoir où en est Chantal. Donc, je reste très discrète et si toutefois je continue avec 2 d'entre elles, les 3 autres ne le sauront jamais, sauf si elles en parlent entre elles. Après, ça les regarde. Mais je veux dire, la notion de discrétion est très importante et parce que je rentre chez les gens. Je vais rentrer jusque dans les chambres. Ouais. Je rentre dans l'intimité des personnes, de leur vie. Et donc, il faut absolument être discrète. S'il m'arrive un jour d'être dans un bâtiment, je travaille pour une cliente au 1er étage et puis pour l'autre au 2e, il n'est pas question que je partage les éléments que j'aurais vus. Et je crois que le métier d'infirmière, où vous apprenez, avant de toucher une aiguille, la première chose que vous apprenez comme infirmière, c'est à vous taire. C'est le prérequis le plus important et ça m'aide pour exercer dans la décothérapie. Alors, Ozladeco, c'est une activité qui est relativement récente. Comment est-ce qu'elle a démarré ? Comment se passe le démarrage ? Alors, j'avoue que, comment je vais dire ça, je n'en vis pas encore. Il faut dire, on va dire que monétairement, je peine à la faire avancer. Oui, parce que c'est nouveau. C'est nouveau, voilà. Il faut que ça pénètre un petit peu la société aussi. Voilà. Ceci dit, la pandémie n'a pas été favorable à ce que je sorte pour me faire connaître. Aujourd'hui, je commence, je remercie Zitata de l'opportunité, je commence à me faire connaître via les médias.
Oui. J'ai eu il y a les réseaux sociaux aussi, les on réseaux précise que vous sociaux, êtes sur Facebook oui, notamment. Tout à fait, Facebook et Instagram. Mais je pense qu'il faut être, endurant quand on est chef d'entreprise et qu'on est chef d'entreprise. Vous imaginez, je crée ça octobre-novembre 2021. On sort d'une 4e vague d'août terrible, donc certaines personnes me disent « mais Christine, tu es sûre que… » Mais oui, donc il faut être tenace, il faut avoir foi en ce qu'on fait, et j'ai foi en ce que je fais. Donc ça prend du temps, mais je ne suis pas peinée de ça, parce que je préfère que le démarrage prenne du temps, mais qu'une fois que le papillon aura décollé, il aura décollé et il ne se reposera plus, plutôt que de faire vite monter et puis vite redescendre, quoi. Donc voilà. Alors on va voir que malgré cet emploi du temps particulièrement chargé, vous avez aussi le temps de vous mobiliser bénévolement à travers la rubrique politique. Alors la politique, alors effectivement, quand on a préparé cette émission, elle m'a dit politique, politicienne, on va peut-être éviter. Par contre, il y a des choses à dire. La politique, c'est aussi l'engagement. Exact. Et ça, l'engagement, Christine, vous connaissez. On va voir sur cette photo, dans cette grande ville, cette ville qui est le Marin, on va la voir. Le Marin, c'est à la fois toute votre enfance, une grande partie de votre vie, et puis c'est aussi, alors la marina, bon voilà, il y aura peut-être des petites choses à dire, mais bon, il y a aussi la volonté de servir cette ville en fait, qui aujourd'hui est présente chez vous, quoi. Exact. Alors j'ai le Marin dans mes tripes depuis toujours, et le Marin ne me quittera jamais. Donc, la politique, j'avais 19 ans. Mon père, un jour, m'a dit « viens », parce que mon père était militant. Et donc, j'ai commencé à l'époque la Fédération des jeunes RPR. À l'époque, c'était Miguel Aventure, Yann Monplaisir, Michel Renard, voilà. J'ai fait ça 2-3 ans, aller distribuer des tracts, parler aux gens. Mais bon, vous êtes jeune, vous êtes fougueuse. Et puis, lorsque le moment des études est arrivé, il a fallu faire ses études, le temps a passé, les années ont passé, mais j'ai toujours pensé que j'y reviendrais. Et j'ai toujours pensé que si j'y revenais, ce serait pour le Marin. Et donc, en 2019, je me suis très rapidement rapprochée de José Miron, qui est notre maire, et je lui ai fait savoir que j'étais prête à travailler pour ma ville. C'était important, ça, cet engagement pour la ville. Oui. C'était un besoin à votre retour. Oui, je ne m'imaginais pas vivre au Marin, traverser ma ville, aller faire des courses, aller à la plage et que ça s'arrête là. Je n'ai pas du tout imaginé ma vie comme ça. Et donc, je suis allée vers José Mirande parce que j'ai estimé qu'en matière d'engagement, c'était la personne qui correspondait le plus à ce que j'avais envie de faire. Et donc, très rapidement, j'ai appris, lentement mais sûrement, avec beaucoup de bienveillance. À l'époque, le candidat José Mirande m'a accueilli dans une belle équipe. Et puis, nous avons mené un combat. Alors, ce combat, on va le voir à travers cette photo de Christine Auzier-Lafontaine avec une espèce de profession de foi, en tout cas une phrase voilà, qui symbolise un petit peu votre mobilisation. C'est exactement ça. C'est une profession de foi où chacun d'entre nous, nous avions une phrase, et c'est une profession de foi à laquelle il faut tenir. Vous faites une promesse aux gens, vous leur dites « nos enfants nous regardent, soyons engagés et déterminés pour leur avenir ». Ça, c'était ma phrase. Et donc, je suis sur la liste de Dynamique Marinoise, qui est le groupe politique de la ville, et je m'engage parce qu'il y a des valeurs que Dynamique Marinoise porte. Aujourd'hui, en tant qu'élue, donc je suis conseillère municipale dans une belle équipe. Nous avons un maire qui est une personne tenace parce que José Mirande a été élu maire du Marin au bout de sa 4e fois. Et j'aime ce genre de personnes qui ne lâchent pas. C'est pour ça que je me suis reconnue en lui et dans le combat à mener. Et puis, j'ai voulu m'investir dans la cité parce que j'ai voulu rendre à ma ville ce qu'elle m'a donné.
déjà d'une part, et puis je veux participer à l'amélioration du cadre de vie. Ce que l'on fait aujourd'hui, on le fait pour les enfants. C'est pour ça que ma profession de foi concerne les enfants. Alors le fait d'être maman n'est certainement pas étranger, mais j'ai envie qu'après notre passage, que l'on voit le Marin comme étant un endroit où il fait bon vivre. Voilà. Après à peu près 1 an et demi, grosso modo, presque 2 ans maintenant. Oui, juillet 2020. Voilà, juillet 2020. Il y en a qui en reviennent très rapidement en disant « Ah non, la politique, c'est pas pour moi ». Vous ne regrettez pas cet engagement? Du tout. Du tout. Je ne regrette ni l'engagement, ni le parti que j'ai, enfin, ni le groupe politique que j'ai choisi. Régulièrement, je redis ma fierté d'y être à Dynamique Marinoise. Et non, du tout. La mandature, elle est pour 6 ans. Vous savez, pendant la campagne, j'ai beaucoup parlé. J'ai pris beaucoup d'engagement avec les Marinois et je suis une personne, j'aime bien tenir ma parole. Vous donnez votre parole à des personnes qui se déplacent pour voter, qui en plus se sont déplacés en pleine pandémie, il faut respecter ça. Vous donnez une parole à une personne, il faut la respecter. Vous avez des responsabilités particulières au sein du conseil municipal? Oui. Alors, je suis membre titulaire du CHSCT, Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Je suis également élue référente. Alors, le territoire a été coupé en 8 conseils de proximité. Et donc, avec ma collègue Agnès Prieux, nous sommes toutes les deux référentes sur le secteur qui s'appelle Retour aux sources, donc qui va comprendre les quartiers Fouquette, Morneau-Beu, La Agnès, Quatre-Chemins, Auneuil, Maison Rouge, et puis les cités qui sont dedans. Donc, l'accueil de la population, l'accueil des administrés envers une jeune élue, on peut dire jeune encore, une jeune élue, nouvelle, comment ça se passe? Alors, très très bien, même si j'ai vécu longtemps, au total j'aurais vécu 17 ans en région parisienne, mais je n'ai jamais coupé le cordon. Chaque fois qu'il a fallu venir trouver une destination de vacances, c'était le Marin, c'était la Martinique. Donc en fait, personne n'a trop dit, mais c'est qui? Tout le monde savait, même si je vivais là-bas, tout le monde savait qui était Christine Osier-Lafontaine. Donc je n'ai pas eu, comment je vais dire ça, à convaincre de ma ténacité, parce que je pense que les gens me connaissent pour ça. D'ailleurs, j'ai eu, quelques années avant, j'ai été dirigeante de l'Olympique du Marin. Donc on savait aussi déjà que j'étais une personne qui... On se demande ce qu'elle n'a pas fait, Christine Osier-Lafontaine. Et d'ailleurs, on va terminer l'émission. qu'elle n'a pas fait. On va terminer l'émission avec une dernière photo qui symbolise un autre engagement, relativement récent également. Cet engagement pour la bourse paille. Ah oui. Alors, je suis une grande fan de paille, depuis toujours. Ça, c'est un artiste qui véhicule des messages qui m'ont toujours... le gars, il porte haut les couleurs de son pays, Martinique. D'ailleurs, l'une de ses dernières chansons, c'est « Je suis martiniquais ». Et donc, l'édition 2021-2022 de la Bourse Paille, donc nous sommes à la recherche du génie martiniquais. Je me suis portée volontaire. Donc, Yoni Paille avait lancé un appel aux Martiniquais qui voulaient être volontaires depuis fin 2020. Donc moi, je suis allée sur ma boîte mail, j'ai dit moi, je veux bien. Et il fallait à l'époque que vous disiez dans quel domaine. Donc moi, j'ai dit dans la com. Et donc, décembre dernier, j'ai un appel de la responsable des bénévoles qui me dit voilà, au département communication, on a besoin de coups de main, est-ce que tu veux bien nous donner un petit coup de main? Donc je dis oui. Et donc on a la conférence de presse le 28 décembre avec les partenaires, Yoni et Edina Ndebani, qui est la dynamique responsable communication du projet, et puis toute l'équipe qui entoure ça. On a eu la conférence de presse. Et donc moi, ma mission, c'est d'interviewer les partenaires, les membres de l'association et les porteurs de projets en interne. Et ces interviews que je réalise avec ces personnes figurent ensuite sur le site internet de la Bourse Paille. Donc, je me suis engagée dedans parce que je crois aux valeurs que Yoni souhaite faire véhiculer, dans le sens où, bien sûr, on cherche un génie, mais en fait, on en a plein. Je crois aux Martiniquais, je crois aux jeunes, je crois à l'excellence martiniquaise, je crois qu'il y a des gens qui ont des projets, qui ont des idées, et qu'il faut les accompagner, quoi. Moi, je crois à ça, et c'est pour ça que je suis très fière d'appartenir
à cette équipe. J'ai commencé cette émission en disant qu'on recevait une femme active. On s'en est rendu compte tout au long de ces 52 minutes. Christine, vous avez encore plein d'autres projets. Alors bien sûr, c'est Ose la déco en priorité, développer l'activité de décothérapie. Oui, oui. Mais au-delà de ça, encore des projets? Oui, alors je vais... alors, beaucoup de choses vont tourner autour de Ose la déco, c'est vrai, parce que il faut que l'entreprise elle vive, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, vous dites que je suis une femme active, alors j'ai presque envie humblement de dire aux personnes, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je n'ai rien de plus qu'un autre et je me dis que nous devons, les Martiniquais, prendre à bras le corps notre pays. Personne ne le fera à notre place. Et donc, 1 heure, 2 heures consacrées à une association, à une cause, à l'école, aux enfants, peu importe. Mais choisissez, faites quelque chose. Soyez des citoyens actifs, parce que la Martinique a besoin de ses enfants. Merci beaucoup Christine Osier-Lafontaine pour nous avoir fait vivre ce beau parcours. Merci à tous de nous avoir regardés. Très bonne journée ou soirée.